Et donc on reste dans un univers tout aussi influent puisqu'on va s'intéresser à présent à l'écosystème du music business. Quel modèle pour demain dans ce domaine? J'appelle donc à me rejoindre tout d'abord le directeur général de Fun Radio et RTL2, Jérôme Foucret. On parlera avec lui Radio et 360, mais également le directeur général de Lagardère Digital France, Thomas Cook. Est-il avec nous? Je crois l'avoir vu tout à l'heure, voilà. Et enfin, le directeur marketing digital de EMI Music France, Yvan Boudillet, avec qui on parlera de la relation aux fans. Et pour animer ce panel, alors il y a eu un petit changement, c'est finalement le directeur général adjoint de Newcast, Gaël Solignac-Erlon, qui va animer ce panel et on l'en remercie. Voilà. Alors je vais vous demander peut-être pour le modérateur de s'installer dans le fauteuil rouge pour que la caméra puisse bien le filmer. Voilà, vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Et merci à vous de rester encore là. Eh bien, écoutez, je suis ravi à la volée de prendre jouer la ce place, jeu de voilà, modérateur. Musique business écosystème, l'évolution et la révolution en marche, c'est une vaste et grande question avec de multiples réponses. Et si on fait de la prospective, je pense que ce serait bien difficile d'imaginer ce qu'on en serait en 10 ans dans cet univers aussi vaste. Et pour répondre aux interrogations et donner des pistes, Yvan Boudillet, directeur marketing digital de EMI, pourra me donner le point de vue d'un label, d'une maison de disques de référence depuis tellement de décennies sur des artistes de grands noms comme les Beatles, les Pink Floyd, j'en passe et des meilleurs, ou I Am, Diams aujourd'hui. Thomas Cook de Lagardère Digital nous parlera effectivement de la vue d'un média sur le sujet, d'un groupe média, et Jérôme Foucret nous donnera le point de vue d'une radio leader sur les jeunes qui effectivement est très active, une radio très active sur la diversification depuis que Jérôme a pris la direction générale il y a quelques années. Voilà. Et moi-même, j'essaierai de vous donner mon point de vue d'agence qui joue les conciliateurs entre les deux mondes du contenu et des médias en développant des opérations spéciales avec les artistes pour les marques. Voilà. Donc, Yvan, comme c'était prévu, je vais te passer la parole pour introduire ce débat, j'espère, intéressant. Merci Gaël. Donc on commence par un producteur, un point de vue producteur qui est le nôtre, EMI. Donc moi, chez EMI, que vous devez tous connaître, c'est un mélange EMI entre des Pathé Marconi, le groupe Virgin, Branson, etc., des artistes mythiques, effectivement, les Beatles, David Guetta aujourd'hui, ou des artistes de jazz. La marque Blue Note, c'est aussi important chez nous. Alors, direct to fan, c'est un angle intéressant. Dans d'autres domaines, on appellerait ça direct to consumer. Chez nous, les consommateurs sont a priori des fans ou l'inverse. C'est Vincent qui m'a demandé d'interagir sur ce sujet. Je pense que c'est une très bonne direction, puisque c'est aussi la direction qu'a pris depuis 2 ans EMI, de se tourner fondamentalement et radicalement vers le consommateur, puisque l'écosystème digital et l'écosystème, on va dire, musical au sens large, jusqu'à présent, on est un peu... tous les acteurs ne sont pas là. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ce que c'est la musique en termes de chaîne de valeur, mais vous avez un éditeur qui crée des paroles, qui crée des partitions, vous avez un producteur. Donc, en ce qui me concerne, chez EMI, qui investissons dans la production, l'enregistrement, donc la création de phonogrammes, c'est notre métier, et l'impression de disques, la création de produits, puis le marketing de ces produits. Nous avons des partenaires médias, des partenaires diffuseurs, des partenaires prescripteurs, et ensuite nous avons le réseau de distribution, la Fnac, aujourd'hui un iTunes qui pèse de plus en plus dans l'écosystème en termes de téléchargement, et vous avez des acteurs comme Deezer, comme Spotify qui sont en train aussi de bouleverser le marché. De mon point de vue, on va peut-être commencer à dérouler... Ah, c'est là ? Allons-y. Donc, ça commence par quoi ? Ça commence par un point d'interrogation, puisque je pense qu'aujourd'hui, face à tous les bouleversements qu'on connaît depuis, on va dire, 2000-2001, la meilleure posture, c'est l'humilité. Et se poser des questions, c'est notre seule façon d'avancer aujourd'hui. Je vous ai fait dans l'ordre, je ne vais pas toutes les faire, parce on va plutôt aller vers le débat tous ensemble. C'est aujourd'hui les questions clés que nous nous posons, c'est toutes celles-là. Quels artistes, puisque aujourd'hui notre rôle, c'est d'abord de repérer les artistes émergents, de les signer, de les accompagner. On n'est pas des fabricants de musique, on ne fabrique pas des artistes, on les révèle. C'est vraiment important de qualifier ça. Quelle musique, c'est aussi de sentir l'air du temps. Donc ça, c'est tout un travail, nous,
Segmentation dont je vous parlerai plus tard. Quelle image, quelle histoire, c'est savoir comment raconter une musique, la mettre en scène. Quelles opportunités, là c'est plutôt quel segment de marché adresser, quels sont les usages aujourd'hui en termes de consommation média, en termes de produits d'accès à la musique et en termes de brand. Brand, c'est-à-dire comment nous positionner nos artistes en tant que marque, mais aussi comment travailler avec des marques qui ont des territoires de marque convergents avec les nôtres. Je pense que Gaël aura des choses à raconter intéressantes là-dessus. Au cœur de tout ça, c'est quel consommateur? En 2 mots, EMI, on est assez fiers d'avoir des outils assez innovants en la matière, c'est-à-dire qu'on a un panel permanent qu'on interroge en France sur entre 2000 et 8000 personnes et qui nous permet de tirer des enseignements et des outils de décision sur, on a 11 segments sur la typologie d'usage, qu'est-ce qu'ils consomment comme médias, qu'est-ce qu'ils consomment comme produits, quelles sont leurs attentes en termes de prix, etc. Donc on se pose des vraies questions. On n'est pas non plus des proctériens à ce jour, mais on essaie de se poser des vraies questions. Quel produit, quel service, quel levier de découverte et quel marketing. Moi, mon rôle aujourd'hui chez EMI, c'est de travailler sur un axe clé, c'est la conversion. C'est emmener tous ces profils d'artistes que vous voyez là, donc de porter la diversité du catalogue EMI et de porter la proximité avec les fans vers la monétisation. Et de l'artiste aux fans vers la monétisation, j'ai identifié 3 chemins principaux. D'abord, c'est toucher le public, rencontrer son public. Donc j'ai appelé ça de la découverte et la notoriété. C'est des basiques, mais dans la musique, il y a peut-être des cheminements qui sont peut-être un peu différents que des annonceurs traditionnels. Au cœur de tout ça, s'il y a une chose à retenir, c'est Airplay. Aujourd'hui, le principal levier de découverte et de prescription de la musique, ce sont les médias diffuseurs, les radios, ce sont aussi la presse. C'est un peu moins la télé aujourd'hui en termes, je parle de découverte, je ne parle pas de paid média. Et je pense qu'il y aura des choses intéressantes à évoquer ensemble dans le débat sur quel est le média aujourd'hui principal de prescription et qu'est-ce qu'implique par exemple l'intégration d'un Deezer et d'un Spotify dans Facebook à partir depuis ce mois-ci par rapport à la prise de contrôle du consommateur dans la prescription de pair à pair. Donc le peer-to-peer maintenant c'est aussi du marketing, c'est plus seulement des échanges frauduleux, j'aime pas ce mot-là moi. Donc maintenant le peer-to-peer ça a du sens même d'un point de vue marketing. Ensuite, l'engagement, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Bon, on a peut-être cette chance, c'est que nous, un David Guetta, qui compte aujourd'hui à peu près 25 millions de fans autour de la planète sur Facebook, il n'a pas forcément besoin de le faire savoir pour que les fans viennent à lui, qu'il est sur Facebook. On n'a pas besoin forcément de développer du paid media, de déployer du paid media pour emmener ces gens vers cette page. Par contre, on doit animer, on doit être tout le temps à la pointe sur le contenu qu'on y délivre, sur l'animation de la base CRM. Je vous ai mis aussi d'autres leviers qui sont très importants pour nous. Le CRM, qui chez EMI, en gros, on a 1 600 000 contacts qualifiés dans notre base qu'on adresse au quotidien et chaque mois, qu'on apprend à connaître. La promotion, c'est quoi? C'est le métier de base d'un label, c'est parler à des médias pour ensuite mettre un nom, un visage sur une musique, sur une mélodie. Donc, c'est-à-dire que quand Fun Radio passe un titre et crée la notoriété, à nous, les marketeurs dans les labels, de mettre un nom, un visage aussi sur cette mélodie qui captive les gens pour ensuite les amener jusqu'au chemin vers le magasin. Et l'enjeu clé, et peut-être la question ouverte, puisqu'il est question quand même d'écosystème ici et pas forcément juste de marketing, c'est la monétisation. Donc on est peut-être au même titre qu'un Disney qui a ses problématiques sur la vidéo, des organes de presse. Par rapport à d'autres annonceurs, notre particularité, c'est que notre produit, il existe à la fois en digital de manière gratuite et de manière payante. C'est-à-dire quand on embrasse le média digital comme un média de conquête, un média d'acquisition, un média de découverte, un média de marketing, on est aussi sur un média de consommation qui est bouleversant pour nous. Enfin, je ne vous parle pas de la chute du chiffre d'affaires de la musique depuis 2001 avec l'arrivée d'Internet, mais c'est une réalité. Donc ça engage des changements en profondeur dans notre mix, pas seulement en termes de où je communique, mais sur quoi je communique et sur quel produit je renvoie. Donc juste pour vous dire, sur le mix aujourd'hui, moi mon rôle chez EMI, je viens d'abord du digital, et je viens encore avant ça d'une start-up qui travaillait sur de l'agrégation de contenu, c'est d'essayer d'emmener la boîte vers une nouvelle allocation des revenus. J'ai fait un lapsus, une nouvelle allocation du marketing. Et je pense qu'il y aura une question ouverte intéressante entre nous. C'est dans des organisations comme les nôtres, c'est bien d'avoir tous ces éléments, c'est bien de parler de PR, de earned media, mais ce qui est très important, c'est comment on emmène les équipes avec nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le digital pâtit
de son succès et de ses avantages. C'est-à-dire quand on parle de ROI, on attend du digital quelque chose qu'on n'attend pas forcément de la télé, en termes de conversion, etc. Je voulais vous parler du streaming. Je pense qu'il y aura une question intéressante à se poser tous. C'est qu'est-ce que représente aujourd'hui un Deezer et comment se positionne un groupe comme Lagardère ou le groupe ou Fun par rapport à ce type d'acteur. Moi, j'ai appelé ça l'ère du média de consommation. C'est-à-dire qu'on a un chevauchement entre le média de diffusion en push, c'est linéaire, le média de prescription, où il y a de l'éditorial, et le média de consommation, là où on écoute en permanence la musique. Et ça bouleverse tout, y compris les modèles économiques. Et le brand content, chez nous, c'est un vrai sujet de diversification sur la monétisation. J'ai des exemples ici. J'ai pris Guetta, c'est pas très original, mais bon. Donc Guetta, il est vendu, vous avez des petites icônes ici. On a battu le record de vente en France à la sortie de l'album le 29 août dernier d'albums sur iTunes. On a dépassé les 10 000 ventes. On vient de lancer la semaine dernière une application de DJing, donc c'est un peu de l'innovation, mais c'est aussi le diversifier son produit. Et on était présent sur Spotify. Et tout récemment, en partenariat avec Burn, donc Coca-Cola, il y a eu la diffusion au cinéma et sur des plateformes digitales d'un film, d'un documentaire, donc du brand content autour de David Guetta. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est tout ça nos enjeux. Et pour finir, si ça veut bien marcher, j'avais mis des termes barbares, je passe là-dessus. C'est pour aller plus vite. Voilà, ça c'est juste une petite infographie que j'ai essayé de faire avec mon équipe de graphistes designers chez EMI. C'est pour vous montrer juste les métiers aujourd'hui du marketing chez EMI qui sont plus les mêmes qu'il y a 6 mois ou même qu'il y a surtout pas qu'il y a 5 ans. Et au cœur de tout ça, moi j'ai 2 choses qui me tiennent à cœur. Ça, c'est notre identité, c'est notre ADN. ANR, ça veut dire quoi? C'est artiste et répertoire. C'est notre cœur de métier, c'est la musique, c'est les artistes. Par contre, il faut qu'on soit vraiment tourné vers la recherche et le développement, c'est-à-dire l'innovation. Et un des messages clés, c'est réconcilier la création et l'innovation. Je pense que c'est une des seules voies pour arriver à trouver de la valeur et émerger ensemble. Voilà. Merci Yvan. Il y a 2-3 questions qui sont passées sur les fils de Twitter de l'événement. Je vais essayer d'en mixer 2 en une. Une question demandait si aujourd'hui le consommateur était toujours prêt à payer pour de la musique. Et on parle de ça, effectivement, dans cette dernière question. Là, on parle des nouveaux modèles de contrat 360 qui, évidemment, naissent de l'idée des majors de pouvoir diversifier les sources de revenus. Alors, est-ce que aujourd'hui, pourquoi en fait aujourd'hui le consommateur est-il, d'après toi, prêt à payer? Et est-ce que ces nouvelles manières d'appréhender les contrats ne bloquent pas l'émergence de nouveaux talents bruts voilà. Alors pour faire très vite là-dessus, la mutation fondamentale, c'est qu'on est passé de l'acquisition, enfin de l'achat de produits à l'accès dans les modèles de consommation. Aujourd'hui, quand vous regardez les usages sur Internet de la musique, payant, pas payant, c'est la vidéo. Donc c'est des acteurs comme YouTube, comme Dailymotion qui sont devant en termes de consommation. Par contre, si vous prenez un écosystème plus large, parce que Internet n'est pas tout, vous avez encore une belle part aujourd'hui de consommation de la musique qui se fait d'abord sur les radios, et c'est prépondérant, c'est essentiel, et ensuite en magasin, il y a des gens qui achètent des CD. Aujourd'hui, le dernier rapport du SNEP, donc, qui est le syndicat qui édite les chiffres officiels du marché, qui font foi aujourd'hui, les derniers chiffres qui sont parlés la semaine dernière, c'est que environ 24% du revenu de la filière musicale était sur le digital. Ça veut dire qu'il y a encore tout le reste qui sont d'autres produits et en particulier des produits physiques. Est-ce que les consommateurs sont prêts à payer? J'ai envie de dire oui, puisque aujourd'hui ils payent, ils vont à la Fnac, ils vont encore dans les hypermarchés pour acheter. Par contre, à nous de nous réinventer aussi avec les médias pour trouver des nouveaux modèles où on arrive à mixer. En fait, il n'y a pas une réponse globale, il y a beaucoup de réponses pour beaucoup d'usages. C'est clairement ça aujourd'hui. Je pense qu'on a intérêt à développer, ça c'est des mots barbares dans la musique, mais l'ARPU sur des consommateurs très engagés. Donc c'est des logiques de coffrets, d'édition limitée, d'édition collector. Et nous, on a toutes des études qui peuvent nous montrer qu'il y a des gens qui sont prêts à payer très cher pour avoir une expérience unique. Donc c'est des coffrets avec beaucoup de choses, des tours de cou, des éditions avec des vinyles, mais aussi un concert exclusif. Et vous avez des gens qui sont par contre, eux, moins prêts à payer, toute une génération. C'est pas la génération Y, c'est la génération qui nous arrive avec laquelle on a dialogué, excusez-moi. Et là, sur Deezer, par exemple, on a tout à construire. C'est à la fois un modèle publicitaire, des modèles d'abonnement, tout ce qui peut se faire en ce moment entre Deezer, Orange, Spotify et SFR.
et à nous aussi d'utiliser ces plateformes-là comme des plateformes de contact pour ensuite aller vendre d'autres produits. Donc c'est la billetterie, c'est le merchandising, etc. Donc aujourd'hui, EMI, on se diversifie, on est devenu une boîte de global rights, c'est un peu le mot d'ordre, sauf que la réalité, c'est que ça se fait petit à petit. Les contrats 360, c'est encore assez rare aujourd'hui. Par contre, nous, c'est une stratégie claire, c'est que toutes les nouvelles signatures chez EMI, on essaye d'aller vers ces contrats englobants pour accompagner les artistes sur l'ensemble de la chaîne des droits et l'ensemble des produits. Parce qu'au cœur de tout ça, nous, il y a notre outil CRM et on peut faire ça. L'artiste, il est le hub et on essaie ensuite de distribuer les cartes. Mais la question, elle est extrêmement, extrêmement complexe. Est-ce que les gens sont prêts à payer? Merci. J'ajouterais juste au passage qu'en termes d'études CRM, d'insight consommateur, vous êtes, pour une petite expérience des rapports avec les majors, la maison 10 la plus en avance. Et on vous en remercie, nous communicants. Ça nous aide bien à travailler le ROI des opérations qu'on peut monter ensemble. Voilà. Alors, je ne vais pas parler des questions dont c'est la spéciale dédicace à Jean Isnard, là, récemment, en début de fil d'infos sur Virgin Radio et autres. On va peut-être accélérer pour rapidement permettre à la salle de poser des questions. C'est le bouton rouge ou c'est le vert en fait? C'est formidable. Donc moi je voulais rapidement faire mon exposé autour effectivement du fait que musique et marque ont quelque part aujourd'hui des destins croisés et font face quelque part à des problématiques assez parallèles, même si les réponses et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Avec voilà. Je ne vais pas revenir sur effectivement l'industrie musicale en stress avec les chiffres des ventes dites traditionnelles qui sont plutôt dans une pente glissante et qui ont effectivement forcé à la réinvention du système. Je ne vais pas citer le philosophe qui disait que de la destruction naît l'innovation, mais effectivement vous êtes en plein dans ce schéma-là. De leur côté, les marques, elles aussi, sont en proie à des bouleversements rapides de leur mode de relation avec leurs consommateurs. Le média télé, les médias traditionnels rois ne suffisent plus. On est en l'ère de l'engagement où effectivement l'idée c'est au-delà de s'afficher aux yeux du consommateur, il faut l'engager dans une conversation, il faut susciter son intérêt. Et effectivement là-dessus, l'entertainment et de manière plus spécifique la musique sont un véritable terreau de contenu et d'opération. Si on sort effectivement du schéma traditionnel qui était jusqu'à présent, si on pouvait le résumer, grâce à la topette, qui ne fonctionne... non, il y en avait un avant. On peut revenir en arrière? Ah. Oui, d'accord. Pardon. Donc effectivement, deux mondes qui sont faits pour s'entendre. On peut se poser la question. Se fait pour s'entendre, je pense, si on sort... des schémas traditionnels qui étaient de se dire que l'annonceur était juste bon effectivement à sortir la carte bleue, à payer les opérations de branding autour de l'actualité de l'artiste, et en parallèle de ça, que l'annonceur n'envisage pas forcément l'artiste comme juste un porte-manteau, juste bon à porter son logo et à l'exposer aux yeux du plus grand nombre. Et les opérations marketing récentes qui ont pu être couronnées de succès dans les grands prix internationaux le montrent. Il y a des opérations formidables. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus. Thomas en a déjà parlé tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, si je peux juste rajouter, c'est que au-delà du fait d'afficher un peu partout des pages de la biographie de Jay-Z, c'était vraiment une contextualisation. C'est-à-dire que le projet des codes Jay-Z était vraiment un projet artistique où, encore une fois, il permettait de vivre une expérience en plus du livre. Le consommateur qui allait découvrir Bing et à la recherche des pages après pages pouvait, encore une fois, avec leur contextualisation, apprendre beaucoup de choses sur l'artiste et vivre, on va dire, une dimension supplémentaire à la lecture du livre. Dans un autre genre d'idée, voilà. Excusez-moi. Voilà. Dans un autre genre d'idée, il y a des artistes un peu moins connus que Jay-Z, comme Devo, qui a pu produire des œuvres, une partie de son œuvre, et c'est là, je pense, un élément important dans le développement d'opérations, en créant un clip interactif qui permettait effectivement non seulement de jouer avec la caméra dans le clip, de vivre une expérience d'immersion dans son produit, mais aussi de relier ça à une marque qui pouvait vendre des produits qui étaient intégrés dans la vidéo.
Dans le même genre d'idée, un petit groupe, le petit groupe Strange Talk, qui avec une marque de peinture américaine, pareil, a fait un clip interactif qui permettait de cliquer sur les objets et les couleurs dans le clip et d'aller directement vers le e-shopping. Donc on voit que, encore une fois, un programme qui est une œuvre à part entière dans la carrière de l'artiste va pouvoir devenir un vecteur de communication et même de vente pour la marque. Bon, là encore un autre exemple du groupe Blink 182 qui, avec Doritos, a proposé un concert en immersion, en réalité augmentée, avec un système très simple où quand on plaçait le paquet de Doritos devant sa caméra, on avait le groupe qui jouait dans son salon en 3D sur le paquet de manière assez incroyable. Et pareil, ça a été pour le groupe une opération spéciale qui faisait sens, qui permettait encore une fois de communiquer autrement que la publicité traditionnelle, et pour la marque d'émerger auprès de la cible de conquête qui était la cible du groupe. Une autre expérience intéressante aux États-Unis récemment, le groupe Trendy TV on the Radio qui, avec Heineken, a créé des affichages 4x3 vivants avec une scène qui a pris vie de manière surprise, communiquée via les réseaux sociaux pour donner rendez-vous aux fans devant la scène et effectivement a permis comme ça de faire le buzz autour du lancement de son nouveau projet artistique. De manière beaucoup plus intégrée et beaucoup plus transverse, il y a des marques qui aujourd'hui montent carrément des plateformes, alors avec différentes manières d'apprendre le sujet, autour d'artistes en développement, comme a pu le faire Dell et Intel avec le média Vice, où la plateforme Noisy permet de communiquer sur des jeunes groupes émergents autour de leurs actualités, de leurs lives, de leurs clips, en interaction avec la communauté Vice hyper pointue, donc permet de lancer des buzz sur des groupes naissants. Ou encore dans un autre genre d'idée, encore une fois qui va encore plus loin, on peut prendre l'exemple de Converse Music qui a commencé il y a 2 ans pour ses 100 ans à monter un groupe éphémère qui mixait le chanteur de Julian Casablanca avec des artistes R&B autour d'un morceau unique, exclusif qui a été créé pour la marque, qui a créé des lignes de produits série limitée autour de ces opérations, et jusqu'à aujourd'hui qui monte carrément un studio à New York où ils peuvent accueillir des jeunes artistes en développement pour monter des projets artistiques qui vont après être communiqués au travers du label Converse Music et exploités auprès du plus grand nombre. Donc on voit à travers ça qu'aujourd'hui, encore plus demain, les deals artistes-marques vont au-delà du branding et ont aussi beaucoup d'intérêt, surtout pour les 2 parties, quand ça rentre dans la création d'un vrai projet qui va en plus de ça, si c'est un vrai projet, pouvoir être plus naturellement diffusé via les réseaux sociaux des artistes. Et il y avait une question tout à l'heure Twitter qui disait est-ce que EMI contrôle le Facebook de David Guetta? Tu m'arrêteras si j'ai une bêtise, mais aujourd'hui non. Donc effectivement l'intérêt c'est qu'une fois que l'artiste assume totalement le projet avec la marque et puisse comme ça le diffuser naturellement auprès de sa communauté sans avoir de retour de bâton de celle-ci qui peut éventuellement dire qu'il a vendu son âme au diable. Et c'est vrai que pour Guetta, on voit la métamorphose pour travailler un peu avec lui en ce moment, où effectivement il appréhende pas du tout pareil les partenariats avec les marques comme il pouvait le faire encore il y a quelques mois ou quelques années. Donc vraiment cette évolution est non seulement majeure, mais en plus de ça pour nous communicants très excitante parce qu'elle nous ouvre des champs de créativité immenses qui intègre les artistes, ce qui est encore plus intéressant. Aujourd'hui, il n'y a pas une opération d'endorsement qui va en profondeur, qui n'est pas développée directement avec l'artiste lui-même qui va créer les formats. Donc ça, c'est encore une fois extrêmement captivant. Voilà ce que je voulais dire. Avant de passer la parole à toi, Thomas, je pense. À moins qu'il y ait des questions. Non. Et voilà, juste pour finir sur l'autopromo, Newcast, nous avons développé le Music Lab, qui est en fait une entité qui est dédiée effectivement aux opérations musique, que ce soit de l'endorsement, de l'activation de partenariat. Alors il y a eu un exemple là, récent de l'intégration qu'on a pu faire dans le premier clip de l'album de Guetta, qui a été vu aujourd'hui à 70 millions de fois sur YouTube et repris dans les télés du monde entier, qui est le clip le numéro 5 des plus fortes rotations sur MTV cet été. Enfin, donc on en est très content et on est en train d'aller beaucoup plus loin. Une opération qu'on vient de lancer là, avec Métronomie pour Ralph Lauren, Denim & Supply, la ligne de jeans de Ralph Lauren, où on va créer en parallèle un documentaire qui va suivre la vie des fans du groupe
qui sont les portraits de la génération d'Anymen Supply et du groupe Métronomie. Ces deux, donc les fans des Métronomie, se rencontrant sur scène le 15 novembre prochain à Amsterdam autour d'un concert exclusif qui va être diffusé sur le Facebook Monde de Ralph Lauren. Des opérations qu'on a pu faire avec BlackBerry dans la musique l'année dernière, ou encore dans un autre ordre d'idée, une partie synchro et création de morceaux avec un studio intégré chez Newcast où on travaille pour Coca, Nike, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Je vous remercie. Thomas. Bonjour à tous. Alors... Elle est un peu baroque, la topette. Ça va arriver. Ah, c'est Jérôme. Voilà. Donc, bonjour, je suis Jérôme Foucret, je suis le directeur de Fun Radio. Donc, la question est importante parce que dans l'écosystème de la musique, et la presse s'en est fait l'écho ces dernières années, la radio musicale est menacée. Elle est menacée par tout ce qui se passe en matière de développement des nouvelles écoutes numériques, qui fait qu'il y a une compétition qui est difficile, qui est renforcée, qui n'est plus du tout la même que celle d'il y a 5 ans, parce que tout simplement les gens ont d'autres moyens de découvrir la musique ou d'écouter la musique. Avant il y avait la radio, et il n'y avait que la radio, maintenant il y a tous les sites que vous connaissez. Ce qui fait que le modèle économique de la radio musicale a été lui-même menacé. Les radios musicales ont perdu beaucoup en chiffre d'affaires depuis 2006. Et moi, ce que je voulais faire, c'était simplement partager l'expérience que nous avons à Fun Radio depuis 5 ans, des actions que nous avons engagées. Nous-mêmes, en 2005, nous étions dans une situation difficile, avec une marque vieillissante. Les gens se souvenaient plutôt de Fun Radio des années 90, Doc Eddie Fool, par exemple. Le positionnement musical était flou, les audiences étaient mauvaises, et aucun développement n'avait été engagé. Donc, ce que nous avons fait avec l'ensemble de l'équipe, nous avons beaucoup investi pour réfléchir à ce que souhaitaient les jeunes, tout simplement, pour redéfinir un territoire marketing autour de la marque Fun Radio, avec un investissement important pour créer de l'image autour de cette marque, créer de la passion, créer de l'engagement, profiter de l'émergence des nouveaux supports numériques pour développer de l'audience et de l'exposition. Et on verra tout à l'heure que ça pèse maintenant beaucoup en termes d'audience dans celle de Fun. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, défini ce nouveau socle de marque et de valeurs, diversifier nos revenus. Alors d'abord en termes de valeurs, en termes de positionnement musical, on est vraiment reparti de zéro pour réfléchir à ce que souhaitait aujourd'hui la jeune génération, quelque chose qui corresponde bien à l'ère du temps. Et il se trouve que je crois que la crise et les moments qu'on traverse aujourd'hui ont peut-être accentué ce phénomène, mais en tout cas les gens ont besoin aujourd'hui de valeurs positives. Et aujourd'hui Fun Radio, c'est la radio du good feeling, c'est la radio des valeurs positives, c'est la radio des émotions positives, c'est la radio de la proximité, c'est la radio de la sincérité. On a essayé de faire une synthèse de tout ça avec un positionnement qui soit puissant, évidemment, en vérifiant qu'il correspondait bien aux aspirations des gens qui nous écoutent, qu'il soit clair, qu'il soit lisible et qu'il soit surtout moderne. Et puis une fois qu'on a défini ce territoire de marque, ces nouvelles valeurs pour la marque Fun Radio avec un nouveau claim, le son dance floor, on en a tiré des conséquences sur notre antenne, dans un paysage qui a été bouleversé avec une concurrence plus difficile, plus fragmentée. On a essayé plutôt de simplifier le discours, de le radicaliser, avec une grille plus simple, plus accessible, plus lisible, avec à chaque moment des interventions ou du marketing, un ton qui soit plus direct, plus focus et plus engagé. La deuxième étape, une fois qu'on a eu ce positionnement, ces valeurs, qu'on a vérifié qu'elles étaient claires, qu'elles étaient modernes, qu'elles étaient puissantes, on s'est beaucoup attelé à recréer de l'image, à recréer de la passion autour de la marque Fun Radio. Et les choses sont bien tombées parce que de nouveaux artistes ont émergé à ce moment-là, depuis 4-5 ans. Je pense évidemment à Gaga, dont Fun Radio est le partenaire officiel en France. Je pense à David Guetta, avec qui on fait beaucoup d'opérations. Et je pense par exemple aux superstars de l'année 2011 que sont LMFAO, qui est un très beau développement d'Universal, et dont Fun Radio est également le partenaire. C'est très important pour Fun d'avoir réussi à associer son image aux artistes les plus modernes, les plus puissants,
les plus prescripteurs en termes d'image, notamment auprès des cibles jeunes. Il y a l'association avec les artistes et puis il y a évidemment le fait de créer nos événements propriétaires, ce qui est le cas avec Starfloor le 26 novembre, qui réunit nos superstars à Paris-Bercy. Les slides passent vite. Ça marche un peu dans tous les sens. Le deuxième enjeu, c'est évidemment de profiter du numérique, fort de ce positionnement, fort de ses valeurs, fort de la passion qui est créée autour de la marque, pour se développer partout et devenir accessible sur tous les nouveaux supports, que ce soit les baladeurs mobiles, que ce soit l'iPad, que ce soit les tablettes, que ce soit aussi les réseaux sociaux. J'ai du mal à passer sur le slide, c'est dommage. Voilà. Les iPods, les tablettes et évidemment les réseaux sociaux qui sont pour nous des nouveaux vecteurs fabuleux en termes d'exposition de la marque. On a beaucoup investi, non pas forcément financièrement, mais en hommes, en temps et en marketing pour être le plus présent possible sur ces nouveaux supports. Il se trouve que c'est un grand succès puisque Fun Radio est la radio en France et en Europe qui réunit le plus de fans sur sa page officielle. Donc depuis 2005, on était 5e radio musicale en 2005. Aujourd'hui, Fun Radio est la 2e radio musicale de France avec un gain d'1 million d'auditeurs. C'est une très belle performance. On est devenu aussi le 2e site de radio musicale en France. On est premier sur les applications mobiles qui pèsent aujourd'hui 15% de l'audience totale de Fun Radio. C'est-à-dire que sur 4 millions d'auditeurs par jour, il y a 600 000 personnes qui nous écoutent hors du poste traditionnel, que ce soit les applications mobiles, les télévisions connectées, les tablettes, donc c'est très important. Et je l'ai dit, nous sommes premiers sur Facebook. Et je voulais finir par ce que nous faisons et ce que nous sommes en train d'accélérer dans une démarche très active depuis 2-3 ans maintenant. C'est la diversification. Les autres revenus que la publicité pesait 0% en 2005 des revenus de Fun Radio. On s'est fixé comme objectif de faire 1/3 des revenus qui soient différents de la publicité de l'antenne. Aujourd'hui, on est à la moitié de ce chemin, avec une offre qui s'est considérablement développée. Et je vous ai mis les principaux points de nos nouveaux revenus. Il y a évidemment l'offre numérique, les offres de replay avec les publicités en pré-roll. Il y a les applications mobiles. Pour le gratuit, c'est la publicité, et des applications payantes qu'on a lancées, dont des applications de DJing, qui viennent d'être lancées, qui marchent extrêmement bien, qui sont vendues actuellement à 3 € sur les iPods et les tablettes. Il y a tout ce qui est live events, dans lequel Fun Radio n'existait absolument pas auparavant. Donc on fait du ticketing avec les grandes stars, les grands artistes de Fun Radio. On est par exemple coproducteur des tournées de Guetta sur la Fuck Me I'm Famous, avec le groupe M6. On a beaucoup développé l'activité de licensing, parce que la valeur de Fun Radio, c'est non plus seulement l'antenne, mais c'est la marque. Donc on a une activité de compilation qui s'est fortement développée. On est devenu le 2e acteur en matière de vente de compilation en France. Et puis, il y a des nouveaux services en termes de licensing, comme les services financiers avec le crédit mutuel sur les cartes bancaires. Et puis, il y a une activité que nous venons de lancer sur des nouveaux territoires, parce que nous pensons et nous voyons que le marché de la radio se transforme dans beaucoup de pays, que des marques mondiales sont en train d'émerger. Et aujourd'hui, on veut faire entrer Fun Radio dans cette compétition en licenciant la marque Fun Radio sur de nouveaux territoires, en apportant les valeurs de marque, les partenariats avec les artistes, le savoir-faire en termes de marketing, le savoir-faire en matière de développement digital, pour implanter la marque et cette musique sur de nouveaux territoires. Merci beaucoup. J'aurais juste une petite question rapide en mix des différents tweets qui sont passés. C'est aujourd'hui, finalement, il n'y a pas une uniformisation des radios quand on voit Virgin Radio, Énergie, Fun Radio travaille sur la radio de la culture dance, mais est-ce qu'il n'y a pas une uniformisation alors qu'en parallèle de ça, il y a une hyper-fragmentation et que les consommateurs, aujourd'hui avec Deezer ou Spotify, peuvent se faire des radios sur mesure et ils font quelque part plus dans la découverte que vous, les grands médias radiophoniques, ne le faites en vous tirant la bourre, entre guillemets, sur 3-4 grosses têtes d'affiche qu'on peut avoir sur telle ou telle radio de manière idem, quoi. Moi, ce que je vois et d'expérience, c'est que, je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, il y a une prime énorme, et c'est ce que nous ressentons, et je pense que c'est l'explication du succès de Fun Radio. Il y a une prime à la personnalité de la marque. Et une fois qu'on est très fort
sur le segment musical qu'on a choisi et qui est le segment musical le plus porteur. Et une fois qu'on est numéro 1 dans ce secteur-là, je dirais qu'on devient plus fort que tous les autres, au moins dans ce domaine. C'est pour ça que, selon moi, Fun Radio doit être le média leader sur son segment musical, le segment de la dance, le segment de la fête, le segment des musiques positives. Et rien ne doit être plus fort que Fun Radio sur ce segment musical, quel que soit le support d'exposition, quel que soit que ce soit du numérique, du hertzien. Merci beaucoup. Thomas. Bonjour à tous. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par rapport à cette fragmentation ou pas, on va parler un petit peu de conviction, et on a vraiment la conviction chez Lagardère qu'aujourd'hui, on va passer d'une ère où les pure players étaient des pure players support à une ère où ce sera des pure players thématiques. Et je crois que ce qu'est en train de démontrer Fun Radio de manière extraordinaire depuis 4 ans, c'est que ça va devenir un pure player dance. Et que les pure players web, comme on les appelait aujourd'hui, deviendront quasiment caricaturales. Et que notre travail, nous aujourd'hui, et également chez Lagardère, ça sera d'orienter notre marketing, d'orienter nos organisations, voire nos acquisitions ou nos participations, vers notre capacité à des pure players thématiques pour pouvoir adresser un message uniforme avec une marque. Donc, on a parlé de l'univers de la musique au travers d'EMI, d'une radio spécifiquement. Mon rôle était de parler de l'impact de la musique au sein d'un groupe, qui est Lagardère Active. Donc, de saluer les copains à Dracula, petit clin d'œil au fait que depuis maintenant une 40aine d'années, le groupe aime la musique de plein de manières différentes, et que finalement, d'une certaine manière, on est aussi un témoin des usages de la musique. Et donc, de ce magazine qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, à Europe 1, à l'émission d'Europe 1, jusqu'à Dracula maintenant, qui est une nouvelle activité du groupe. On est passé par plein de phases. On a testé pas mal de participations, pas mal de médias. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer finalement ce que c'est. C'est bon, j'en ai qu'un. C'est comme ça va être rapide. Aujourd'hui, Lagardère est un grand groupe compliqué et la musique est présente de multiples manières. Et depuis peu, on est présent de manière un peu plus forte sur la production, de manière un peu moins forte sur d'autres domaines. Donc on est fort sur les musicales radio et aussi sur la télé. On est très content de nos musicales parce qu'elles sont très bien positionnées jeunes adultes et adultes et qu'on les commercialise très bien. On a une 20aine de radios également dans les pays de l'Est. On parlait d'expansion sur d'autres territoires. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est le spectre, on va dire, captif musical qui anime certains de nos médias. Et après, on a la musique qui intervient au sein d'autres médias plus classiques, plus généralistes, mais qui vont permettre de travailler avec la filière musicale et de créer. Donc ça va être la marque Elle, avec laquelle on va beaucoup travailler sur le développement de live avec Elle en scène, Vanessa Paradis, Europe 1 qui n'hésitera pas à contacter récemment Universal pour faire une très belle collection de Salut les copains, et qui est également un média qui passe de la musique. Gulli qui coproduira avec notre nouvelle filiale, Lagardère Unlimited, le spectacle Cendrillon, et très prochainement Public, qui est une marque, là pour le coup, qu'on considère dorénavant comme pure player, animée par une seule rédaction, dont le contenu éditorial est principalement animé par la musique. Outre l'aspect média, on a eu plusieurs participations dans de la distribution numérique. Nous, ce qu'on appelle distribution numérique, c'est iTunes, Spotify, Virgin Mega. On a décidé de se désengager de ce domaine, et j'irai même plus loin. C'était peut-être un secret de Polichinelle. On a réfléchi pendant longtemps à lancer un concurrent de Deezer et Spotify. On avait très bien travaillé, notamment avec les labels. On a été jusqu'à développer le produit. Et finalement, on l'a pas fait. C'est une décision qu'on a prise l'année dernière, malheureusement. Mais on l'a pas fait parce qu'on a des convictions. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans une activité où on ne maîtrise pas notre destin, une activité où on dépend d'un opérateur de téléphonie pour faire des abonnements. On n'a pas envie. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt parti sur une activité de spectacle ou de salle. On a produit Mozart récemment, encore plus récemment Dracula, et qu'on continuera à investir, je l'espère, sur la production et sur la salle.
La distribution physique, on y a été également chez Virgin. Ça nous paraît un petit peu plus éloigné dorénavant de notre cœur business. Et enfin, le ticketing. Ticketing qui normalement serait une prolongation naturelle du travail de production ou de gestion de salle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On va être obligé aussi de s'arrêter parce que les gens, malheureusement... Est-ce qu'il y a juste une question dans la salle ? On va vraiment enchaîner parce que les gens doivent partir déjeuner. Merci à tous en tout cas. On va en revanche vous demander de rester juste quelques minutes de plus, car je crois qu'il y a une surprise, notamment avec un partenaire du Hub Forum qui s'appelle la Société Harold. Je crois que 2 personnes doivent venir nous rejoindre sur la tribune, voilà, pour nous présenter un nouvel instrument de musique original et innovant et nous en faire une démonstration. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous, prenez place. Je voulais juste finir en rendant hommage à Steve Jobs qui nous a quittés cette nuit et qui effectivement est au cœur de toutes les problématiques. Et, voilà, une petite pensée au passage que tout ça. Et Bruno Crollo aussi qui vous excuse de son absence, mais il qui n'est pas mort, hein, il a la grippe. Il n'y a pas de lien avec Steve Jobs, merci. mais il vous convie au Midem en janvier et il espère vous voir tous. Donc voilà, on laisse la place aux 2 personnes donc, qui vont nous présenter cet instrument. Ça dure 10 minutes, hein, on vous lâche après. Merci. Vous avez besoin ? Merci. Bonjour à tous. Alors, il nous revient l'honneur et le plaisir de vous faire la surprise avant les chouchis. Donc, je suis Nicolas Termeyer, responsable marketing digital de la société Parrot. Et nous, notre métier, c'est de faire des objets sans fil. Alors aujourd'hui, on vous présente un professeur de musique, un patron de start-up, patron de notre filiale d'Afact, et aussi inventeur d'un appareil absolument révolutionnaire. Donc c'est entre la lutte, le sabre laser, le contrôleur Wii, c'est vraiment un objet musical absolument incroyable. Donc on est ravis de le faire, la démonstration pour la première fois dans l'espace Cardin. Merci beaucoup. Voilà, c'est assez rare pour être remarqué la création d'un nouvel instrument musical.